Je suis connue à Monceau, au cœur de la douce campagne bourguignonne, sous le nom de la grand-mère au crochet. Mes napperons aux couleurs vives ornent les étals du marché dominical, et j'ai toujours une confiture de prunes à offrir aux enfants du village. Si vous observez mon visage marqué par le temps, vous y verrez une femme au sourire généreux, aux mains frêles usées par les années, et des yeux qui cachent des récits trop lourds pour beaucoup. Je suis née à une époque où la voix des femmes portait peu, dans un hameau à peine visible sur les cartes. Notre maison se dressait à la lisière du village, tout près d'un sentier poussiéreux menant à Lyon. C'était une bâtisse modeste en pierre, avec une petite cour à l'avant, un jardin potager à l'arrière, et un tilleul qui, chaque été, s'embrasait de fleurs éclatantes. Les gens venaient de loin pour les admirer, parfois même pour les photographier. Mon père, Antoine, était employé des chemins de fer. Homme discret et bon, il rentrait le soir, imprégné d'une odeur de suie et de métal. Mes souvenirs de lui sont rares, mais le plus clair est celui où il me hissait sur ses épaules, me laissant effleurer les fleurs du tilleul. J'avais peut-être 5 ans. Son rire, profond et vibrant, nous faisait rire à notre tour, sans raison. Un après-midi d'hiver, alors que le froid mordait même les pierres de la cour, 2 hommes de la SNCF ont frappé à notre porte. Le visage de ma mère s'est figé, comme si quelque chose en elle s'était brisé à jamais. Papa était tombé d'un wagon, sa tête avait heurté le sol, et il n'a pas survécu jusqu'à l'hôpital de la ville voisine. On l'a enterré le jour même, dans son uniforme de cheminot, dans un cercueil simple payé par l'entreprise, en hommage à son dévouement. Maman est devenue comme un oiseau perdu, se heurtant à une vitre invisible, incapable de trouver une direction. Elle fixait le vide, ses mots étaient hachés, sans vie. À 8 ans, et mon frère Jacques, à peine 4 ans, nous ne saisissions pas l'ampleur de ce chagrin. Nous savions seulement que papa était au ciel, et que nous étions désormais 3 face au monde. Les mois suivants furent rudes. L'indemnité de la compagnie s'est vite épuisée. Maman s'est mise à laver le linge des autres, à nettoyer les maisons des plus riches du village, à vendre des pâtisseries devant l'église le dimanche. Mais l'argent manquait toujours. Certains soirs, le repas se résumait à une soupe légère, salée pour donner du goût. Maman prétendait n'avoir pas faim, pour que Jacques et moi ayons plus. Je commençais à l'aider comme je pouvais, l'accompagnant dans les maisons où elle travaillait, apprenant à frotter les sols, à plier le linge. J'ai dû devenir grande trop tôt. Jacques, lui, toussait sans cesse, une toux profonde que nul remède ne calmait. Le médecin parlait d'une faiblesse pulmonaire, prescrivant un sirop coûteux que nous achetions rarement. C'est alors qu'Arnaud est entré dans nos vies. Il tenait l'épicerie où maman achetait à crédit, quand il y avait de quoi manger. Homme grand, la quarantaine, veuf, sans enfant, il offrait parfois un paquet de biscuits, une poignée de légumes en plus, ou effaçait une partie de la dette. Avec le temps, il s'est mis à venir chez nous en fin de journée, apportant toujours un petit quelque chose pour Jacques et moi. Maman, d'abord gênée, s'est habituée à sa présence. Comment ne pas s'y habituer? Il apportait de la nourriture, mais aussi un sourire sur le visage de maman, qui n'avait connu que les larmes depuis si longtemps. C'est un homme généreux, Elisabeth, me disait-elle en brossant mes cheveux avant le coucher. Il veille sur nous sans rien exiger. C'est précieux. 8 mois après la mort de papa, un dimanche après-midi, après la messe, maman et Arnaud se sont mariés. La cérémonie était simple, avec seulement quelques voisins et amis de l'épicerie. Maman portait une robe bleu pâle, prêtée par notre voisine Josette. Elle était belle. Ses joues rosies d'une lumière que j'avais oubliée. Arnaud s'installa chez nous le jour même. Il apporta une valise de vêtements, une radio à pile, merveille nouvelle pour nous, et des promesses d'un avenir meilleur. La première semaine, il répara le toit qui fuyait sous la pluie, acheta un matelas neuf pour Jacques et moi, qui dormions jusqu'alors sur une natte à même le sol, et prépara une poule dodue pour le repas du dimanche. Il semblait que la chance tournait enfin en notre faveur. Pendant presque un mois, tout alla bien. Maman souriait plus souvent, fredonnait en lavant le linge dans le lavoir derrière la maison. Les joues de Jacques reprenaient des couleurs. Sa toux s'apaisait grâce au sirop que nous pouvions désormais acheter. Je retournai à l'école, que j'avais quittée pour aider maman dans les maisons des autres. Mais peu à peu, les choses changèrent. Au début, ce furent des détails. Arnaud critiquait la cuisine de maman, disant qu'elle manquait de saveur, que sa propre mère faisait mieux. Puis il reprochait sa façon de tenir la maison, la trouvant trop négligée. Bientôt, sa voix devint plus dure, son regard plus sévère lorsqu'il était contrarié.
Un soir, il rentra tard, l'haleine chargée de pastis. Maman, inquiète, avait gardé son dîner au chaud dans la cuisinière à bois. Quand elle le servit, il fixa l'assiette, puis la renversa sur le sol. « Ce n'est pas de la nourriture pour les hommes, ça, cria-t-il, d'une voix que je ne lui connaissais pas. Cette nuit-là, j'entendis maman pleurer doucement dans leur chambre, et des bruits que je ne compris pas. Le lendemain, elle apparut avec un bleu sur le bras, disant s'être cognée contre un meuble. C'est alors que notre calvaire commença. Arnaud devint un autre homme, ou peut-être révéla-t-il sa véritable nature. Il buvait presque tous les jours, dépensait l'argent de l'épicerie au jeu ou en pastis, et rentrait en criant, cassant tout pour un rien. Maman redevint pâle, amaigrie, les yeux toujours baissés, comme apeurée par le monde. Pour cacher les bleus sur ses bras, son cou, parfois son visage, elle inventait des histoires de chutes, de coups contre des meubles, des excuses que personne ne croyait, mais que nul n'osait contester. À cette époque, on ne se mêlait pas des affaires d'un couple. Et moi, au milieu de tout cela? Oh, mes chers, c'est là que l'histoire devient plus sombre encore. Avant de poursuivre, je tiens à vous remercier de lire mon récit. Dites-moi dans les commentaires d'où vous venez, partagez ce que vous ressentez. Chaque mot est un baume pour mon vieux cœur encore marqué. Aimez, partagez, abonnez-vous à Astérisque Mémoire de grand-mère Astérisque, pour suivre la suite de cette histoire qu'il faut raconter. Parler, parfois, est le seul remède pour guérir les vieilles blessures. Comme je le disais, l'arrivée d'Arnaud bouleversa nos vies. Maman, déjà brisée par la perte de papa, vivait dans une peur constante, marchant sur des œufs dans sa propre maison. Jacques, mon petit frère, se recroquevillait au son des pas de notre beau-père. Et moi, malgré mes jeunes années, je compris vite qu'il n'était pas le protecteur que nous espérions. Le pire commença une nuit de mai. Maman était partie aider à un accouchement chez Madame Vulmira, de l'autre côté du village. Elle avait prévenu qu'elle rentrerait tard, peut-être même au petit matin. Arnaud revint plus tôt que d'habitude, sans l'odeur de pastis, ce qui était rare. Il semblait presque jovial, plaisanta même avec Jacques, qui rit, méfiant. Après le dîner, plus calme qu'à l'accoutumée, il envoya Jacques dormir dans la remise, où l'on rangeait les outils et quelques vieilleries. « Tu es un homme maintenant, lui dit-il, tu dors séparé de ta sœur. » Jacques, flatté d'être appelé homme, obéit sans discuter. Un frisson me serra le ventre, un pressentiment que je ne pouvais expliquer. Je me rendis dans notre chambre, désormais la mienne seule, et me couchai tout habillée, trop inquiète pour me dévêtir dans cette maison qui ne semblait plus nôtre. Je fis semblant de dormir quand ses pas résonnèrent dans le couloir. La porte s'ouvrit lentement, grincement des vieilles charnières jamais huilées. Dans l'ombre, sa silhouette se dessinait, immobile, menaçante. Son odeur s'approcha, mélange de tabac, de sueur, et d'autres choses que, bien plus tard, je reconnus comme un désir malsain, interdit. « Je sais que tu ne dors pas, murmura-t-il, s'asseyant au bord de mon lit. Ton beau-père vient te souhaiter bonne nuit. » Ses mains, rugueuses du travail à l'épicerie, effleurèrent mon visage, mon cou, descendant là où je ressentais honte et terreur. Je fermai les yeux, récitant en silence toutes les prières apprises de maman, implorant un saint, un ange, pour me sauver. Mais aucun ange ne vint cette nuit-là, ni les nombreuses nuits qui suivirent. « Si tu parles à ta mère, personne ne te croira, disait-il avant de partir, rajustant ses vêtements. Et si elle te croit, je dirai que c'est toi qui l'as voulu, que tu es une fille sans morale. Et je vous jetterai tous dehors, toi, ton frère malade, et ta mère. » J'étouffai mes larmes, mon dégoût, ma douleur. J'appris à quitter mon corps ces nuits-là, à imaginer jouer sous le tilleul avec papa encore vivant, ou nager dans la rivière avec les filles de l'école. Je flottais au-dessus de ce lit, observant une autre subir ce que je ne pouvais supporter. À l'école, je devins silencieuse, renfermée. Madame Marguerite, l'institutrice, s'inquiéta auprès de maman de mon changement. Elle était si vive, si curieuse, dit-elle. Maintenant, elle semble ailleurs, perdue dans ses pensées. Maman écouta en silence, promit de me parler, mais jamais elle ne le fit. Trop occupée à survivre à son propre enfer, elle ne voyait pas le mien. Les mois passèrent. Chaque nuit était une loterie. Viendrait-il? Pourrais-je dormir en paix? Parfois, quand maman était là, il se tenait, jouait le beau-père modèle. D'autres fois, sa présence ne l'arrêtait pas. Il trouvait des prétextes pour m'appeler dans la grange, attendant que maman s'effondre de fatigue.
Des douleurs, des saignements, que je ne comprenais pas, apparurent. Je n'en parlais à personne, trop honteuse. Je lavais mes vêtements en secret. Enterrais les chiffons cachés dans un coin de la cour, loin des regards. Ma seule confidente était Marinette, une poupée de chiffon usée ayant appartenu à maman. La nuit, seule, je lui murmurais tout, pleurant en serrant son corps mou, le seul à comprendre ma peine sans juger. Mon enfance s'évanouissait, dévorée par ce secret trop lourd. La fillette joyeuse que j'étais s'effaçait, laissant place à une jeune fille méfiante, aux yeux baissés, sursautant au moindre cri ou geste brusque. Maman, engluée dans sa propre survie. Ses efforts pour cacher les coups, pour maintenir une façade de normalité, ne voyait pas l'enfer silencieux sous notre toit. Ou peut-être, au fond, soupçonnait-elle, mais refusait de voir. Parfois, l'aveuglement est le dernier refuge des désespérés. Un jour, alors que j'approchais des 10 ans, après presque 2 années de ce cauchemar, quelque chose changea tout. Maman rentra plus tôt du travail, se sentant mal. Arnaud ne s'y attendait pas. Il était dans ma chambre, F ultime. « Si tu parles, je te tue », murmura-t-il, rajustant ses vêtements à la hâte. Mais ce jour-là, par un caprice du destin ou des anges enfin attentifs, maman vint directement dans ma chambre. Peut-être avait-elle entendu un bruit, ou voulait-elle simplement s'assurer que j'allais bien. En ouvrant la porte, elle le vit s'éloigner de moi, bouclant sa ceinture. Quelque chose se brisa dans son regard, comme si un voile tombait soudain. « Que fais-tu dans sa chambre » demanda-t-elle. La voix tremblante, les poings serrés. « Rien, femme, je vérifiais juste si elle dormait » répondit-il, tentant de la contourner. Mais maman ne bougea pas. Pour la première fois, elle ne recula pas, ne baissa pas les yeux. Elisabeth, m'appela-t-elle, sans quitter Arnaud du regard. Que faisait-il ici ? Ce fut comme si un barrage cédait en moi. Les mots, si longtemps ravalés, jaillirent entre sanglots et larmes. Je racontais tout, absolument tout. Le visage de maman changea à chaque mot, traversé de colère, de culpabilité, d'horreur, de dégoût. Quand j'eus fini, elle était si pâle que je crus qu'elle s'effondrerait. Menteuse, rugit Arnaud, avançant vers moi. Mais maman, frêle et brisée, se dressa devant lui. Elle reçut une poussée qui la fit tomber, mais se releva, animée d'une force nouvelle. « Touche-la encore, et je te tue dans ton sommeil, » dit-elle, d'une voix trop calme, trop froide. Pour la première fois, je vis Arnaud reculer. Cette nuit-là, il dormit dans la salle, marmonnant que nous étions folles, que personne ne nous croirait, qu'il nous jetterait dehors dès le lendemain. Maman verrouilla notre porte, poussa une commode devant, et se coucha près de moi, m'enlaçant comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. « Pardonne-moi, ma fille, » murmura-t-elle dans l'obscurité, ses larmes mouillant mes cheveux. « Pardonne-moi de ne pas t'avoir protégée. Mais c'est fini, je le jure sur l'âme de ton père. » Je voulais la croire, mais je connaissais trop bien la peur qu'il inspirait. « Et s'il nous chasse, maman ? Où irons-nous ? Jacques a besoin de ses remèdes. » Chut, fit-elle, caressant mes cheveux. Demain sera un autre jour, bien différent. Dors, ma petite, je veille sur toi. Cette nuit-là, pour la première fois depuis si longtemps, je dormis sans cauchemar, protégée par les bras de ma mère. Je ne le savais pas encore, mais le lendemain serait différent. Ce serait le jour où maman et moi commencerions notre vengeance, une vengeance qu'Arnaud n'aurait jamais imaginée. Cette nuit-là, après que maman eut tout découvert, je dormis profondément, sans ce nœud à l'estomac qui m'étouffait depuis des mois. La fatigue d'avoir tant pleuré, d'avoir enfin libéré les mots emprisonnés dans ma gorge, m'avait épuisée. Blottie contre maman, je sentais son cœur battre fort contre mon dos. Au réveil, les premiers rayons du soleil filtraient à travers les planches disjointes de la chambre. Maman était déjà debout, ses cheveux tirés en un chignon strict, réservé aux jours solennels. Son visage portait une expression nouvelle, un calme que je ne lui avais jamais vu. Ce n'était pas la résignation de celle qui baisse la tête pour éviter les coups. C'était la sérénité de quelqu'un qui a pris une décision irrévocable. « Lève-toi, Elisabeth, dit-elle doucement. Va te laver et mets ta robe bleue, celle que tu portes pour la messe. Aujourd'hui est un jour particulier. » J'obéis sans poser de questions. À cette époque, les enfants ne discutaient pas les ordres des adultes, encore moins ceux de leur mère. En me lavant à l'eau froide du bassin, j'entendais des bruits venant de la cuisine. Maman semblait préparer un petit déjeuner plus élaboré que d'habitude. Une odeur de café corsé se mêlait à celle, sucrée,
d'un gâteau ou peut-être d'une tarte aux pommes. En entrant dans la cuisine, je fus surprise. La table était couverte de la nappe brodée, réservée aux grandes occasions. Il y avait de tout, des galettes de maïs encore fumantes, du fromage frais offert par une voisine la semaine passée, et même quelques tranches de saucisson frit, dont j'ignorais l'existence dans la maison. Arnaud était déjà assis, visiblement déconcerté par tant d'abondance. « Qu'est-ce que c'est, femme ? D'où vient toute cette nourriture » demanda-t-il, méfiant, mais remplissant déjà son assiette. Maman esquissa un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Aujourd'hui, cela fait 2 ans que tu es avec nous, répondit-elle. C'est une date spéciale, non ? Ça mérite un repas spécial. Il parut surpris, mais se laissa vite gagner par l'idée d'être au centre de l'attention. Il commença à manger avec appétit, parlant la bouche pleine, vantant combien son arrivée avait été une bénédiction pour nous. Sans moi, vous ne seriez rien, disait-il, une veuve et 2 gosses, reconnaissant de ma générosité. Jacques, tout juste réveillé, entra en se frottant les yeux, regardant la scène avec étonnement. Maman lui fit signe de s'asseoir et de manger en silence. « Mange bien, Arnaud, insista-t-elle, remplissant à nouveau son assiette. J'ai fait ces galettes comme tu les aimes, bien sucrées. Je remarquai que maman touchait à peine à la nourriture. Elle sirota une gorgée de café, émiettant un morceau de pain. Moi non plus, je ne pouvais rien avaler. Mon estomac était noué à la vue de cet homme, riant et se vantant comme si la nuit précédente n'avait jamais eu lieu. Après le petit déjeuner, maman nous envoya, Jacques et moi, dans la cour, nourrir les poules et arroser le potager. J'étais réticente à la laisser seule avec lui, mais son regard m'assura que tout irait bien. Vers le milieu de la matinée, Arnaud commença à se sentir mal. D'abord, il se plaignit de vertige, d'une douleur lancinante au ventre. Puis il devint pâle, transpirant à grosses gouttes. « Ça doit être quelque chose que j'ai mangé, marmonna-t-il, se précipitant plusieurs fois vers la petite pièce du fond où étaient les latrines. Maman, feignant l'inquiétude, lui prépara une tisane de menthe bien forte. « Ça va nettoyer ton estomac, dit-elle, le regardant avaler chaque gorgée. » Mais son état empirait. Il se mit à vomir, se tordant de douleur. « Je devrais peut-être appeler le docteur Germain, dit maman, paraissant bouleversée. Tu n'as pas bonne mine. » Pas de médecin, grogna-t-il, presque en criant. Ça va passer. J'ai déjà eu ça avant, une simple indigestion. La journée s'écoula ainsi, son état se dégradant. Maman jouant l'inquiétude, lui servant plus de tisane, préparant des remèdes maison dans la cuisine. Jacques et moi restions à l'écart, jouant dans la cour. Mais parfois, je jetais un œil par la fenêtre, le voyant de plus en plus blême, affaibli, trempé de sueur. À la nuit tombée, il ne tenait presque plus debout. Maman l'aida à s'allonger dans leur lit, posant des linges humides sur son front pour faire baisser la fièvre. « Demain, si tu ne vas pas mieux, j'appelle le docteur, dit-elle fermement. Je ne peux pas laisser le père de mes enfants mourir ainsi. » Il tenta de protester, mais sa voix était trop faible. Il resta alité, gémissant doucement, tandis que maman préparait une autre tisane. Cette nuit-là, après que Jacques fut endormi, maman m'appela dans la cour. Sous la faible lueur de la lune, son visage semblait transformé, à la fois vieilli et rajeuni. « Ma fille, murmura-t-elle, prenant mes mains dans les siennes. Je dois te dire quelque chose, mais d'abord, promets-moi que jamais, jamais tu n'en parleras à personne. Pas à Jacques, pas à tes futurs enfants, pas même sur ton lit de mort. C'est notre secret, rien qu'à nous. Je promis, bien sûr. Comment aurais-je pu refuser à cette femme, qui m'avait cru, qui s'était dressée contre le monstre sous notre toit ? Ton beau-père ne va pas guérir, dit-elle. La voix si basse que je l'entendais à peine. Ce qu'il a n'est pas une maladie qu'un médecin peut soigner. Je ne compris pas tout de suite. J'étais jeune, encore naïve malgré tout. Comment, maman, demandai-je. Tu te souviens du gros rat qui a dévoré notre maïs dans le garde-manger ? Tu te souviens de ce qu'Arnaud a utilisé pour le tuer ? Alors, je compris. Il avait utilisé de la morora, une poudre blanche semblable à du sucre, gardée hors de notre portée. Vous, commençai-je, les yeux écarquillés. Ne dis rien, ma fille, coupa-t-elle. Moins tu en sais, mieux c'est. Sache seulement ceci, demain, à l'aube, ton beau-père ne se réveillera pas. Nous devrons pleurer, feindre le désespoir. Je dirai aux gendarmes qu'il souffrait de douleurs à la poitrine depuis longtemps, que c'était son cœur. Toi et Jacques, ne dites rien.
Pleurer, c'est tout. As-tu compris? J'acquiesçai, incapable de parler. Une part de moi était horrifiée par ce que maman avait fait, ou était en train de faire. Mais une autre part, plus sombre, que je ne savais pas posséder, ressentait un soulagement immense, presque étouffant. Il le mérite, ma fille, ajouta-t-elle, comme si elle lisait mes pensées. Pour ce qu'il t'a fait, pour ce qu'il m'a fait, personne ne méritait cet enfer. Il n'y avait pas d'autre issue. S'enfuir? Il nous aurait traqués. Le dénoncer? Qui m'aurait cru contre l'épicier respecté du village? S'il était emprisonné, il serait sorti un jour, et serait revenu se venger. Non, ma fille, certaines mauvaises herbes doivent être arrachées par la racine. Nous rentrâmes dans la maison. Arnaud gisait dans le lit, jaune comme une chandelle, respirant à peine. Maman m'envoya dormir avec Jacques dans la remise. Demain sera une journée difficile, dit-elle, m'embrassant sur le front. Sois forte. Et ce fut une journée difficile. Nous fûmes réveillés par le cri de maman venant de leur chambre. En accourant, nous la trouvâmes penchée sur le corps inerte d'Arnaud, pleurant comme je ne l'avais jamais vu. Ses larmes étaient si convaincantes que, même en sachant tout, j'eus un instant de doute. Les voisins arrivèrent, attirés par le bruit. Bientôt, la maison fut pleine. Quelqu'un alla chercher le gendarme, un autre, le docteur Germain. Le médecin arriva en premier, examina le corps et déclara une crise cardiaque foudroyante. À son âge, avec tout ce qu'il buvait, dit-il à maman, c'était une question de temps. Maman pleurait, inconsolable. L'enterrement eut lieu le lendemain. Tout le village était là, plus par curiosité que par respect. Maman, vêtue de noir, ne cessait de sangloter. Jacques et moi, en vêtements sombres prêtés par des voisins, restions silencieux à ses côtés, ne sachant comment nous comporter. C'était un homme bon, disaient les voisins, tapotant l'épaule de maman. Il a pris soin de vous comme si vous étiez à lui. S'ils avaient su, s'ils avaient connu les horreurs cachées derrière nos murs, les larmes que ce sol avait absorbées, ils n'auraient pas feint ce respect pour un homme qui n'en méritait aucun. Personne ne sut jamais la vérité. Pas le gendarme, qui posa quelques questions de routine, vite convaincu d'une mort naturelle. Pas le curé, qui pria pour son âme comme pour celle d'un saint. Pas même Jacques, trop jeune pour comprendre. Après l'enterrement, nous rentrâmes, à nouveau trois, dans une maison qui semblait enfin respirer. Mais maman, au lieu de paraître soulagée, était plus abattue que jamais. Cette nuit-là, après que Jacques fut endormi, elle m'appela sur la terrasse. « Élisabeth, dit-elle, la voix brisée par les larmes feintes toute la journée, ce que nous avons fait est un péché, un grand péché. Nous irons peut-être en enfer pour cela. Mais il le méritait, maman, répondis-je, répétant ses propres mots de la veille. Pour ce qu'il m'a fait, pour ce qu'il vous a fait. Elle acquiesça, contemplant le ciel étoilé. Mais ce n'est pas à nous de rendre justice, murmura-t-elle. C'est à Dieu. Alors pourquoi l'avoir fait, demandai-je. Parce que parfois, ma fille, on n'a pas le choix. On fait ce qu'il faut pour protéger ceux qu'on aime. Et je t'aime plus que tout, plus que ma propre âme, qui est désormais souillée. Nous restâmes silencieuses, écoutant les grillons et le vent dans les feuilles du tilleul. Puis maman parla, la voix plus ferme. Mais maintenant, nous devons avancer. Pas question de regarder en arrière. Ce qui est fait est fait. Nous travaillerons dur, reconstruirons notre vie, juste nous trois. Jamais plus personne ne te fera de mal, ma fille. Je le jure sur l'âme de ma mère. Et c'est ce que nous fîmes. Dans les mois qui suivirent, maman prit les rênes de l'épicerie. Les hommes du village pensaient qu'elle échouerait, qu'elle vendrait tout ou chercherait un autre mari. Mais elle les surprit. Elle était intelligente, tenait les comptes mieux que bien des hommes instruits. Bientôt, l'épicerie prospéra comme jamais. Jacques retrouva la santé, ses médicaments désormais réguliers. Je recommençai à sourire, à jouer avec les autres enfants à l'école, à dormir sans cauchemar. L'ombre d'Arnaud s'effaçait peu à peu de notre maison, de nos cœurs. Mais le secret, ce lien invisible entre maman et moi, restait scellé, plus fort que tout. Les nuits d'orage, quand le tonnerre faisait trembler les murs, je me blottissais contre maman et murmurais. C'est juste le ciel, n'est-ce pas? Ce n'est pas lui qui revient? Non, ma fille, assurait-elle, me serrant fort. Il est dans un lieu d'où l'on ne revient pas. Et je la croyais, car il fallait y croire, car l'alternative était une vie entière dans la peur. Avec le temps, nous nous relevâmes. Nous rénovâmes la maison, fîmes de nouvelles amitiés,
achetâmes même une vache qui donnait le lait le plus riche de la région. Maman devint plus belle, plus forte. Ses cheveux, blanchis par la souffrance, redevinrent noirs et brillants. Son sourire, si longtemps perdu, réapparut. Certains hommes du village s'intéressèrent à la jeune veuve prospère. Mais maman les tenait à distance. « J'ai eu assez d'hommes dans ma vie », disait-elle aux voisines curieuses. « Maintenant, je veux juste m'occuper de mes enfants et de mon commerce. » Et elle tint parole. Elle ne se remaria jamais, ne laissa aucun homme entrer dans notre maison ni nos vies. Nous étions 3 contre le monde, et c'était parfait ainsi. Jacques grandit, devint un jeune homme robuste, aida à l'épicerie et rêva de devenir médecin. Moi, je guérissais à l'intérieur. Les blessures d'Arnaud, visibles et invisibles, cicatrisaient peu à peu, jamais totalement, mais assez pour avancer. Pour envisager un avenir au-delà de la simple survie. Certaines nuits, je me réveillais en sueur, croyant entendre ses pas dans le couloir. Il me fallait un moment pour me rappeler qu'il était parti, qu'il ne reviendrait jamais, que maman s'en était assurée, avec cette force silencieuse que je ne compris que bien plus tard, quand je devins mère à mon tour. Car l'amour d'une mère, mes chers, ce n'est pas seulement des caresses et des chansons. Ce sont aussi des griffes et des crocs, une volonté prête à tout, même l'impensable, pour protéger son enfant. C'est ce que j'appris dans cette maison de pierre, où les nuits étaient trop longues, et les jours rarement apaisants, jusqu'à ce qu'une nuit, enfin, apporte la délivrance. Les années s'écoulèrent après cette nuit qui transforma à jamais notre existence. Le village s'agrandit, le tilleul dans la cour devint encore plus imposant, et nous 3 poursuivîmes notre route, portant notre secret comme un joyau à la fois précieux et périlleux, caché des regards, mais toujours là. J'approchais des 15 ans quand maman se mit à cracher du sang. Au début, elle dissimulait, rangeant vite le mouchoir taché de rouge en me voyant observer, prétendant que c'était la fatigue, ou qu'elle s'était mordu la langue sans faire attention. Mais bientôt, impossible de le nier. Elle maigrit tant que ses robes pendaient comme sur un cintre trop large. Ses joues, autrefois rondes et colorées, se creusèrent, révélant les os saillants sous une peau tendue. Le docteur Germain, déjà âgé mais seul praticien du lieu, diagnostiqua une tuberculose avancée. « Il faut se rendre à Lyon pour les soins », déclara-t-il avec cette expression que prennent les médecins face au grave, sans vouloir alarmer. Ici, les moyens manquent. Mais maman refusa. Je ne peux abandonner la boutique. Je ne peux laisser mes enfants, argumenta-t-elle, obstinée comme toujours. Ce qu'elle taisait, mais que je devinais au fond de moi, c'est qu'elle craignait de quitter le village, de peur que l'ombre de notre acte revienne nous tourmenter en son absence. Ce furent des mois pénibles. Maman, si robuste jadis, s'étiolait sous nos yeux. Je pris en charge la maison, et aidai au commerce après les classes. Jacques, 13 ans, faisait sa part. Nous avions des aides, bien sûr, l'affaire ayant grandi, mais maman ne se fiait qu'à nous. Un après-midi d'avril, alors que les premières pluies d'automne s'abattaient, maman me fit venir dans sa chambre. Elle gisait, plus pâle que les draps, les lèvres presque violettes. Elle serra ma main avec une vigueur inattendue. « Élisabeth », murmura-t-elle d'une voix faible. « Je dois te confier quelque chose avant de m'en aller. »« Ne dis pas cela, maman », répliquai-je en ravalant mes larmes. « Tu ne pars nulle part, tu vas te remettre. » Elle sourit, un sourire empreint de tristesse lourde. « Nous savons toutes deux que non, ma petite. Et c'est ainsi, j'ai assez vécu. Je vous ai vu grandir. J'ai accompli ce que je devais. » Cette pause, ce regard qui s'évada un instant, me fit comprendre qu'elle repensait à cette nuit, à ce secret qui nous liait et nous isolait du monde. « Que veux-tu me dire ?» demandai-je pour détourner ses pensées. Elle inspira profondément, une respiration hachée par la toux incessante. « C'est au sujet de ton beau-père. Au sujet de ce qui s'est passé cette nuit-là. » Je me figeai. Après tant de temps, nous en parlions rarement ouvertement. C'était un pacte muet, le passé restait enfoui avec lui. Cette infusion que je lui ai servie, commença-t-elle, et je faillis couvrir mes oreilles. Je refusais d'entendre les détails. Je refusais de me souvenir. Ce n'était pas seulement de la morora, ma fille. En vérité, le poison y était à peine. Trop faible pour tuer. Je ne saisissais pas. Si ce n'était pas le poison, qu'est-ce qu'il avait emporté? La confusion dut se lire sur mon visage, car maman poursuivit, la voix de plus en plus ténue. J'avais un autre projet. Je comptais le rendre malade, gravement, mais vivant. Je voulais l'obliger à avouer devant le gendarme, le prêtre,
quiconque devait l'entendre. Je voulais le chasser du village avec la honte qu'il méritait. Alors, comment? Mais les mots s'éteignirent dans ma bouche quand l'idée se forma. C'était le docteur Germain, chuchota maman. Quand il est venu ce matin-là, il m'a prise à part. Il avait vu les marques sur le corps. Les ecchymoses, les traces de ce qui t'était arrivé. Mon visage s'empourpra de honte. Je n'avais jamais imaginé que quiconque sache, encore moins le vieux médecin du village. Mais évidemment, en tant que praticien, il reconnaissait les signes. Il m'a demandé depuis quand cela durait, continua maman. Quand je lui ai expliqué, il est devenu livide de rage. Il paraissait transformé, pas le vieil homme paisible que nous connaissions. Et vous n'avez réagi que maintenant, m'a-t-il interrogé. J'ai raconté que je venais de l'apprendre, que j'avais commencé à lui donner le poison, mais que cela prendrait du temps, que je voulais le faire souffrir graduellement. Maman s'interrompit, sa respiration laborieuse. Je humidifiais ses lèvres avec de l'eau, attendant qu'elle reprenne. Le docteur Germain l'examina. Il était à demi conscient, mais vivant, solide comme un roc malgré le toxique. Cet homme va s'en remettre, m'a-t-il dit. Et une fois remis, il recommencera pire avec ta petite. Je connais ce genre. Puis il sortit une seringue de sa sacoche, la remplit d'une substance qu'il me cacha. Sors de la chambre 5 minutes, ordonna-t-il. À ton retour, il aura succombé à une attaque cardiaque. C'est ce que j'inscrirai sur le certificat. Je restai muette. Toutes ces années, persuadée que c'était maman, qu'elle portait ce fardeau pour moi. Et voilà que j'apprenais que c'était le docteur Germain, l'homme respecté de tous, fréquentant l'église chaque dimanche, jamais haussant le ton. Pourquoi m'as-tu laissé croire que c'était toi? Demandai-je, les larmes coulant librement. Parce que c'était préférable ainsi, répondit-elle, serrant ma main avec ses dernières forces. C'était un poids que je pouvais endosser. Le docteur avait une famille, une réputation. Si des soupçons surgissaient, il l'a fait pour toi, ma fille, pour toutes les enfants qu'il aurait pu blesser ensuite. Et le docteur n'a jamais rien dit en toutes ces années. Jamais, confirma maman, même lors de mes consultations pour la tuberculose. Il agissait comme si rien n'avait eu lieu. Je pense que pour lui, c'était un acte de justice, quelque chose à accomplir une fois dans sa vie, puis à oublier. Nous gardâmes le silence un moment. Seul le bruit de sa respiration difficile, et la pluie sur le toit remplissait la pièce, me rappelant la nuit où tout avait débuté. Pourquoi me le dire maintenant, maman? Demandai-je enfin. Parce que je ne veux pas remporter ce mensonge en partant, dit-elle. Et parce que je veux que tu saisisses une chose, ma fille, le monde regorge de monstres comme ton beau-père, mais aussi de gens bien, prêts à agir justement, comme le docteur Germain. Il suffit d'avoir le courage de demander aide quand c'est nécessaire. Cette nuit-là, l'état de maman s'aggrava. La fièvre monta tant qu'elle délira. Appelant mon père, parfois même le nom de mon beau-père, comme revivant d'anciennes querelles. Nous fîmes venir le docteur Germain, mais il ne put que soulager la douleur avec de la morphine. Je le vis différemment cette nuit. Ce n'était plus seulement le médecin du village, le vieil homme aimable offrant des bonbons aux enfants après les visites. C'était l'homme qui avait vengé mon honneur, mis fin à mon tourment, fait ce que la loi n'aurait osé. Maman s'éteignit à l'aube, tenant ma main et celle de Jacques. Ses derniers mots furent une demande de pardon, non pour la mort de mon beau-père, mais pour ne pas m'avoir protégé plus tôt, pour n'avoir pas vu les signes sous ses yeux. L'enterrement fut imposant. Tout le village y assista. Maman était estimée, appréciée, la commerçante intègre ayant élevé 2 enfants seule après le drame de son époux. Personne, sauf moi et le docteur Germain, ne connaissait sa vraie nature. Une femme qui avait failli à protéger sa fille, mais avait tout tenté pour réparer. Après la cérémonie, le docteur Germain me prit à part. Il semblait plus âgé que la veille, comme si la perte de maman lui avait ôté des ans. « Ta mère t'a raconté, n'est-ce pas ?» demanda-t-il sans détour. J'acquiesçai, évitant son regard. « Ne t'en fais pas pour elle, petite, » dit-il d'une voix lasse. C'était une femme honorable qui a donné son maximum. Quant à moi, je suis vieux. Si Dieu veut me punir pour cette nuit, qu'il le fasse. Je ne regrette rien. Merci, murmurai-je. Il hocha la tête solennellement et s'éloigna. Ce fut notre dernier échange sur cela. Avec la mort de maman, tout changea encore. J'avais 15 ans, Jacques 13. Orphelin, mais la loi nous jugeait trop jeunes pour nous gérer seuls et diriger un commerce.
Le juge du canton voisin décida que nous irions chez une tante éloignée dans une autre ville, et que l'épicerie serait vendue. Les fonds seraient bloqués jusqu'à nos 21 ans. C'était comme tout perdre une seconde fois. D'abord le père, puis la mère, et maintenant notre foyer, notre moyen de subsistance, notre ancrage au village natal. Mais je n'étais plus l'enfant terrifié se cachant sous le lit. J'avais appris de maman à lutter pour ce qui m'appartenait. La veille du départ, je rendis visite au docteur Germain chez lui. Il me reçut sur sa terrasse, surpris par l'heure tardive. « Docteur », commençai-je d'une voix plus assurée que prévu. « Vous avez aidé ma famille autrefois, au moment le plus critique. Maintenant, j'ai encore besoin de vous. » Je lui exposai mon plan. Nous resterions au village. Je m'occuperais de l'épicerie avec les employés fidèles. Jacques poursuivrait l'école. Il suffirait qu'il, en tant que figure respectée, intervienne auprès du juge, garantisse notre capacité, que nous n'avions pas besoin de tuteurs lointains inconnus. Le docteur Germain me scruta longuement, ses yeux bleus fanés par les ans me jaugeant comme pour la première fois. « Tu as la robustesse de ta mère, » dit-il enfin. « Et l'astuce aussi, à ce que je vois. Tu as raison. Pas besoin de quitter ces lieux. Ce village est votre racine. Cette boutique, votre legs. » Le lendemain, il alla personnellement plaider auprès du juge. Je ne sais ce qu'il argumenta, mais cela fonctionna. Le juge, un homme massif au visage peu avenant, accepta que nous restions, à condition que le docteur Germain agisse comme tuteur informel, veillant à nos devoirs scolaires et à la bonne marche du commerce. Ainsi débuta le 3e chapitre de mon existence. Je n'étais plus la petite innocente avec parents, ni la victime muette des sévices du beau-père. J'étais une jeune femme, presque mère pour mon frère cadet, propriétaire d'une boutique dépendant de mes choix. Les débuts furent ardus. Certains fournisseurs refusaient de traiter avec moi, femme et trop jeune. Certains clients âgés doutaient de mes calculs. Mais à chaque obstacle, j'entendais la voix de maman. « Sois solide, ma fille, montre ta valeur. » Avec le temps, je gagnai le respect dû à mon labeur. L'épicerie non seulement survécut, mais s'épanouit sous ma direction. J'installai la première caisse mécanique du village. Nous élargîmes l'assortiment. Nous livrâmes même les hameaux voisins. Jacques, comme maman, avait un don pour les chiffres et les relations. Et le docteur Germain, fidèle, nous soutint en tout. Il dînait avec nous au moins une fois par semaine, s'enquérait de l'école, du commerce, donnait des avis quand sollicité, respectait notre espace sinon. Il devint la figure paternelle que je n'avais guère connue, ni avec mon vrai père dont les souvenirs s'estompaient, ni avec le monstre qu'avait été mon beau-père. Gentil, mais ferme au besoin. Et sur cette nuit-là, sur son acte pour nous, nous n'en reparlâmes plus. C'était comme un songe d'une autre vie. Au village, les langues médisantes chuchotaient sur notre proximité. Si vieux, elle si jeune, disaient certaines commères envieuses. Y a-t-il plus que cela? Mais la plupart savaient qu'il s'agissait de respect réciproque, presque grand-père et petite-fille. Et même si ce n'était pas le cas, après mes épreuves, j'avais appris à ignorer les ragots des oisifs. Les années filèrent. Jacques acheva ses études avec brio, et obtint une bourse pour la médecine à Paris, réalisant son rêve d'enfant. Je restai, gérant l'épicerie, la maison, ma vie enfin apaisée. Parfois, dans les nuits les plus calmes, quand la pluie martelait le toit, je repensais à lui, au monstre qu'avait été mon beau-père, non plus avec terreur, mais avec une tristesse distante pour ce qu'il m'avait ravi, l'enfance, l'innocence, la confiance. Je pensais à maman, à sa force discrète, à son amour farouche capable de tout pour me sauvegarder, même tardivement. Et je pensais au docteur Germain, à cet acte de justice que nous seuls connaissions, à cette seringue qui avait clos mon cauchemar, et ouvert une nouvelle ère pour moi. C'est ainsi que j'appris que le monde n'est pas manichéen, que les êtres les plus inattendus peuvent cacher des secrets effroyables, ou des gestes de bravoure inouïs, et que parfois, la justice vient de mains imprévues. Quand j'atteignis 21 ans, bien des choses avaient évolué dans ma vie et au village. L'épicerie s'était muée en une supérette avec 2 aides, et un livreur pour les demeures isolées. Le docteur Germain, notre gardien discret, avait pris sa retraite pour raison d'âge. Il dépassait les 70 ans mais consultait encore quelques anciens chez eux. Jacques était en 3e année de médecine à Paris, revenait en vacances chargé d'anecdotes sur la capitale, les enseignants, les ouvrages étudiés. La vie suivait un rythme serein, un équilibre inédit pour moi. Le soir, assise sur la terrasse avec une tasse de thé, contemplant les étoiles dans le ciel noir,
je me surprenais à penser à ma chance. Malgré les épreuves, j'étais intacte, solide, avec un commerce florissant, estimé au village, indépendante de tout homme. Combien de femmes de mon âge pouvaient en dire autant en 1940? Lors d'une de ces nuits méditatives, on frappa à la porte. Il était tard, près de 10 heures, heure rare pour une visite. Je crus à une urgence, peut-être un parent cherchant un remède pour un enfant fiévreux, ou du kérosène pour une lampe épuisée. En ouvrant, je me trouvai face à un visage absent depuis près de 10 ans. Théodore, le fils aîné de Monsieur Arnaud, mon beau-père. Difficile de décrire ce que je ressentis. C'était comme si le temps reculait brutalement, comme si tous les spectres que je croyais ensevelis ressuscitaient d'un coup. Je restais figé, la main sur la poignée, incapable de parler ou bouger. « Vous devez être Élisabeth », dit-il en ôtant son chapeau d'un geste poli, mais au regard dur. La fille de Madame Louise, qui épousa mon père. J'avalai ma salive, retrouvant ma voix. « C'est moi. Que voulez-vous » Il sourit, un sourire qui n'effleurait pas ses yeux, me rappelant tant celui de son père qu'un frisson me parcourut. Puis-je entrer ? La discussion sera longue. Quelque chose me hurlait de refuser, de le renvoyer, de clore la porte et feindre qu'il n'avait jamais surgi. Mais je savais que tôt ou tard, nous devrions affronter cela. Mieux valait que ce soit chez moi, en terrain sûr. Entrez, dis-je, laissant la porte ouverte et retournant au salon, veillant à garder distance et proximité de la sortie. Théodore pénétra, observant les lieux avec curiosité, évaluant la maison jadis à son père, maintenant refaite à mon goût. J'avais repeint les murs, remplacé les meubles usés par d'autres plus élégants, accroché de nouveaux rideaux. Rien ne rappelait l'époque d'Arnaud, et c'était voulu. Jolie demeure, commenta-t-il en s'asseyant sans invitation, posant son chapeau sur ses genoux. Belle boutique aussi. Je suis passé ce matin, sans vous voir. J'ai été frappé par l'ampleur, l'assortiment. Mon père vous a légué une affaire solide. Je croisai les bras, restant debout. Votre père n'a rien légué. L'épicerie était modeste à sa mort, à peine viable. C'est ma mère qui l'a développée, puis moi, à force de labeur et de sueur. Il esquissa un demi-sourire, comme amusé par mon indignation. Bien sûr, je ne suis pas là pour débattre de cela. Je viens car j'ai appris la mort de mon père il y a 10 ans environ, et je ne l'ai su que récemment. J'étais absent de la région, à Paris. Je rentre à peine. Et que me voulez-vous ? Il soupira, comme si je compliquais une affaire simple. En tant que fils légitime, je désire connaître les circonstances exactes de son décès, les détails, et s'il a laissé des biens, un héritage. Le sang se glaça dans mes veines. Théodore n'était pas là par hasard. Quelqu'un avait parlé, éveillé des doutes après tant d'années, ou peut-être visait-il simplement à extorquer de l'argent à une femme seule gérant une affaire prospère. Votre père a succombé à une attaque cardiaque, répondis-je d'une voix ferme. Le docteur Germain l'a certifié. Ce fut soudain. Et non, pas d'argent. Le peu disponible a servi à l'enterrement. Théodore m'étudia, plissant les yeux comme pour percer mes mots. Une attaque cardiaque. Vraiment. Curieux. Mon père avait un cœur robuste. Jamais de soucis. Et l'épicerie rapportait déjà bien, je le sais. Les gens meurent, monsieur Théodore, parfois sans signe avant-coureur. Votre père buvait beaucoup, vivait sous tension. La boutique couvrait tout juste les frais. Pour plus, adressez-vous au docteur Germain. C'est lui qui l'a assisté à la fin. Il se leva, remettant son chapeau. Je le ferai, assurément, et je parlerai à d'autres. Vous savez, mademoiselle, quand un homme disparaît brusquement, laissant une veuve jeune et attrayante comme votre mère, les langues se délient. Et j'ai entendu des choses intrigantes depuis mon retour au village. Mon cœur s'emballa, mais je gardais un visage neutre. Des commérages de gens inoccupés. Ma mère était une femme honorable, qui a beaucoup souffert de la perte de votre père, au point de tomber malade des années plus tard et de nous quitter. Ah, elle est partie aussi, demanda-t-il en haussant les sourcils, d'une surprise feinte. Quel dommage. J'aurais aimé lui parler. Si vous n'avez rien d'autre, il se fait tard, dis-je en indiquant la porte. Il s'avança lentement vers la sortie, mais se tourna une dernière fois. Notre échange n'est pas clos, mademoiselle Élisabeth. Je suis convaincue que vous en savez plus, et je découvrirai la vérité sur la mort de mon père, même si je dois remuer tout le village. Après son départ, je verrouillai la porte d'une main tremblante.
et me laisser glisser au sol, le cœur cognant. Après tant d'années, le passé ressurgissait, sous les traits de cet homme aux yeux froids comme son père, au sourire cruel. Cette nuit-là, je ne fermais pas l'œil. Je réfléchissais à la marche à suivre. Comment me protéger, préserver la mémoire de maman, sauvegarder le docteur Germain qui avait tout risqué pour mettre fin à notre calvaire. Si Théodore posait des questions partout, combien de temps avant que quelqu'un évoque mon air effrayé d'alors, mes marques inexplicables, le changement chez maman après cette nuit. Le lendemain matin, j'allais droit chez le docteur Germain. Il était sur sa terrasse, comme chaque matin ensoleillé, lisant son journal usé, lunettes sur le nez. Je lui relatai tout, la visite de Théodore, les menaces voilées, ma crainte. Le docteur m'écouta sans mots, le visage ridé grave. « Cet homme posera problème, dit-il enfin, pliant le journal avec soin. Je connais le genre, il n'abandonnera pas aisément, surtout s'il flaire de l'argent. Que faire, docteur, s'il fouille, interroge tout le monde. Le docteur Germain ôta ses lunettes, les nettoyant d'un mouchoir, pensif. Il a des soupçons, mais pas de preuves. Le certificat de décès est en règle, signé par moi, médecin estimé. Une exhumation après si longtemps ne révélerait rien. Ce ne sont que des doutes. Mais si on parle des marques que j'avais, du comportement de maman après. La plupart ont oublié, et ceux qui se souviennent hésiteront à en parler. C'était une autre époque. Les gens évitaient les affaires familiales. J'acquiesçai, tentant de me rassurer avec ses paroles, mais l'angoisse persistait. Pourtant, docteur, il semble résolu. Il a dit qu'il retournerait le village. Le docteur posa une main ridée sur la mienne, geste paternel réconfortant. Alors, agissons les premiers. Faisons en sorte qu'il perde intérêt, qu'il s'en aille vite. Comment ? Le docteur contempla son jardin soigné. Quand il reprit, sa voix portait une fermeté rare. Il cherche de l'argent, non. Donnons-lui ce qu'il veut, une somme pour qu'il parte sans retour. Mais docteur, cet argent reviendrait à admettre une faute, à acheter son silence. Pas si on y pense bien, petite. Je lui parlerai. Je dirai que votre beau-père avait une petite assurance, que nous pouvons libérer pour le fils, maintenant que votre mère n'est plus. Je présenterai cela comme un geste de bonne foi, pas un bakchiche. Je n'étais pas convaincue. Je connaissais les hommes comme Théodore, du même sang que son père. S'il sentait une faille, il attaquerait plus fort. Et s'il refuse, en veut plus. Le docteur Germain sourit, un sourire triste chargé de secrets. Alors, nous passerons au plan B. Mais tentons d'abord le A. Fais-moi confiance. Et je lui faisais confiance. Comment ne pas, à l'homme qui avait tout risqué pour me sauver. Cet après-midi-là, le docteur Germain alla trouver Théodore à la pension où il logeait. Je restai à la boutique, anxieuse, incapable de me concentrer, sursautant à chaque ouverture de porte, craignant son retour. La nuit tombait quand le docteur apparut à l'épicerie. À son air abattu, je sus que les nouvelles étaient mauvaises. Il a refusé, dit-il une fois seul à l'arrière. Il soupçonne un vice dans la mort de son père, et une poignée d'argent ne l'effacera pas. Il va parler au nouveau gendarme, exiger une enquête. Le sol sembla se dérober. Le nouveau gendarme, venu de Lyon récemment, ne connaissait personne, n'avait pas les mêmes attaches que l'ancien. Si Théodore semait le doute en lui. Et maintenant, docteur, que faire ? Maintenant, plan B, répondit-il avec une résolution contrastant son apparence fragile. Nous userons contre lui des armes qu'il veut employer contre nous. Comment ? Le docteur s'approcha, baissant la voix. Théodore n'est pas un saint. Avant de quitter le village des années plus tôt, il trempait dans des affaires troubles. Jeux illicites, contrebande d'alcool durant la prohibition. Je suis certain qu'à Paris, il a continué. Si nous posons les bonnes questions aux bonnes personnes. Vous proposez de le menacer, de le faire chanter. Je propose de lui faire comprendre qu'il n'est pas seul à pouvoir remuer le passé, que s'il veut la guerre, il l'aura. C'est de la légitime défense, Elisabeth. Nous ne pouvons le laisser détruire ce que nous avons bâti, salir le souvenir de ta mère, mettre en péril ma réputation en fin de vie. Je ne l'avais jamais vu si ardent, si résolu. Le médecin Placide cédait à un combattant prêt pour l'ultime bataille. Que puis-je faire ? Demandai-je, gagné par cette énergie. Surveille-le discrètement, note ses déplacements, ses interlocuteurs. Et écris à ton frère à Paris. Jacques peut enquêter sur ses fréquentations là-bas, ses activités.
Ainsi débuta notre lutte muette contre Théodore. Pendant les semaines suivantes, chacun joua son rôle. J'observais ses allées et venues au village, notant avec qui il s'entretenait, où il allait. Jacques répondit avec des renseignements précieux. Théodore avait été arrêté 2 fois à Paris, pour escroquerie et violence. Il avait des dettes envers des individus dangereux. Il avait fui précisément pour cela. Le docteur Germain, de son côté, usa de ses connexions accumulées en une vie de pratique. Il s'adressa aux gendarmes avant Théodore, livrant une version ciselée des faits. Théodore, fils ingrat ayant abandonné son père, revenait pour l'argent de l'épicerie, qui revenait de droit à ma mère par son travail. Mais Théodore ne lâchait pas. Il continuait à interroger, insinuer. Certains aînés se mirent à murmurer, se rappelant l'époque, les changements chez maman après le décès, mon attitude étrange d'enfant. C'est alors que le docteur Germain décida d'employer notre atout majeur. Par un ancien patient vivant à Paris, il apprit que Théodore était mêlé à des paris clandestins, devait à des créanciers redoutables, et avait fui la campagne pour leur échapper. Un soir, le docteur me demanda de préparer un dîner spécial, et d'inviter Théodore. L'idée de l'avoir à nouveau chez moi me terrifia. Mais le docteur assura que c'était essentiel. « Nous ferons comme ta mère autrefois », dit-il d'un regard éloquent qui me fit comprendre. Un repas particulier pour montrer notre bonne volonté. Mon sang se figea. « Vous ne suggérez pas ?»« Non, petite, bien sûr que non », s'empressa-t-il. « Nous ne sommes pas des tueurs, mais nous pouvons user de l'histoire à notre profit. La puissance de la suggestion dépasse parfois tout poison. » Le cœur serré, je préparai ce dîner, et envoyai l'invitation à Théodore à la pension. À ma surprise, il accepta sans tarder. Ce soir-là, je dressai la table avec la même nappe brodée que maman avait utilisée jadis. Je cuisinai abondamment, poulet rôti, riz, haricots mijotés, et pour le dessert, une galette de maïs, comme celle du matin fatal. Théodore arriva à l'heure, en son meilleur habit, cheveux lissés à la brillantine. Il paraissait content de lui, comme ayant gagné une manche ignorée. Le docteur Germain suivit, élégant dans son vieux costume bien tenu, apportant une bouteille de vin. Le repas débuta par des propos anodins sur le temps, les changements au village, mais Théodore en vint vite au fait. « Vous m'avez convié à dîner. Dois-je en conclure que vous êtes prêt à révéler la vérité sur la mort de mon père ?» Le docteur Germain sourit posément, servant plus de vin. « La vérité est celle du certificat, votre père a eu une attaque cardiaque. Ce que nous voulions aborder, c'est votre insistance à remuer le passé. » Théodore rit sèchement. « Je crois que vous comprenez pourquoi. Mon père possédait cette épicerie. À sa mort, elle valait plus que vous ne l'admettez. Et quelque chose cloche dans cette histoire. La façon soudaine dont il est parti, comment sa veuve a pris les commandes. Votre père maltraitait ma mère, m'emportait je, ne pouvant me retenir. Il la frappait presque quotidiennement. C'était un homme brutal, sans pitié. Et pour l'épicerie, elle était au bord de la faillite quand elle l'a reprise. C'est son effort qui l'a fait fleurir. » Théodore me toisa avec dédain. « C'est ce qu'elle t'a dit, et tu l'as gobé. Mon père était sévère, oui, mais honnête, laborieux. Il a bâti cette boutique de zéro. » « Votre père était plus qu'un homme sévère, » intervint le docteur Germain, posant sa fourchette. « Il était dérangé. Il commettait des actes qu'aucun homme respectable ne ferait. » Théodore plissa les yeux. « Quels actes ?» Le docteur me consulta du regard pour permission. J'acquiesçai légèrement. « Votre père abusait d'Élisabeth, une enfant de 8 ans seulement. Il lui infligeait des horreurs qu'aucun petit ne devrait endurer. Sa mère l'a su trop tard, le mal fait. » Le visage de Théodore rougit puis blêmit. Un instant, je crus qu'il nierait, hurlerait, nous accuserait de fabuler. Mais il baissa les yeux sur son assiette. « Il m'a fait la même chose, à moi et à ma sœur », murmura-t-il si bas que je l'entendis à peine. « C'est pourquoi je suis parti à 15 ans. C'est pourquoi je n'ai jamais remis les pieds ici. » Le silence qui suivit fut épais, chargé de vieilles souffrances, de secrets libérés. Je regardai le docteur Germain, aussi stupéfait que moi. « Pourquoi êtes-vous là alors ?» demandai-je enfin. « Pourquoi remuer tout cela, nous menacer ?» Théodore releva la tête, des larmes aux yeux, sincère cette fois. « Parce que j'ai besoin d'argent. J'ai des ennuis à Paris. Je dois à des gens dangereux. Si je ne rembourse pas, je suis fini. J'ai pensé qu'en vous menaçant d'enquête, en feignant de croire à un meurtre, vous paieriez pour mon départ. » Un poids immense quitta mes épaules.
Il ne cherchait pas vraiment la vérité. Son père lui importait peu. Il voulait juste de l'argent pour se sauver. Combien devez-vous ? Demanda le docteur Germain, pragmatique. Théodore cita une somme qui me coupa le souffle. C'était beaucoup, plus que nos liquidités. Nous n'avons pas tant, admis-je. L'épicerie marche, mais nous réinvestissons presque tout. Pour cela, je devrais vendre une part ou emprunter gros à la banque. Théodore parut anéanti. Alors, je suis perdu. Ils m'ont donné un mois, 3 semaines écoulées. Ce fut le docteur Germain qui trouva la solution. J'ai des économies, dit-il. Pas d'enfants, personne à qui les transmettre. Je peux avancer la moitié. L'autre, Elisabeth l'obtiendra par un emprunt modeste, avec l'épicerie en garantie. Je le regardai, émerveillé par sa générosité. Mais docteur, cet argent, fruit de toute votre vie. Et que ferais-je à mon âge ? Acheter un autre habit pour mon enterrement. Son sourire bienveillant revint. De plus, je vois cela comme une clôture définitive de ce chapitre, une façon d'enterrer pour de bon le spectre d'Arnaud. À la fin de la soirée, nous avions un accord. Nous lui donnerions l'argent, contre la promesse de ne jamais revenir, de ne plus évoquer ses doutes sur la mort de son père, de ne plus troubler notre quiétude. 3 jours plus tard, somme en main, il quitta le village pour Paris, régler ses comptes. Avant de partir, il vint nous saluer, le docteur et moi. Il était changé, moins arrogant, avec une ombre dans les yeux que je connaissais bien. L'ombre de ceux portant des fardeaux trop lourds. Je regrette ce que mon père t'a infligé, dit-il, paraissant honnête pour la première fois. Personne ne mérite cela. Personne, pas même toi, répondis-je, surprise de ma compassion pour cet homme jadis vu comme ennemi. Après son départ, je pus enfin respirer librement. Le passé qui menaçait de ressurgir et détruire notre édifice retournait où il devait, au passé. Ce soir-là, sur la terrasse avec le docteur Germain, contemplant les étoiles comme souvent, je ressentis une gratitude immense pour cet homme plus père que quiconque. Merci, dis-je simplement, tenant sa main ridée. Il sourit, ce sourire sage qui m'avait guidé tant d'années. La meilleure revanche, Elisabeth, n'est pas poison ni violence. C'est la paix, une vie bien menée malgré tout. Toi et ta mère l'avez remportée. Et je savais qu'il avait raison. La vraie revanche n'avait pas été la mort de mon beau-père, mais ce qui suivit, la vie construite, l'affaire prospère, la femme que j'étais devenue malgré les marques. C'était la victoire authentique. Les années passent plus vite en vieillissant. On dirait que le temps, jadis lent comme un escargot sous la pluie, file maintenant comme un torrent après l'orage. Je le sens chaque jour en me mirant, voyant cette dame aux cheveux blancs, aux mains plissées comme du papier chiffonné, me fixant de yeux chargés de 83 ans d'histoire. Après que Théodore eut quitté nos vies, emportant les ultimes menaces du passé, j'ai pu enfin vivre sereine. L'épicerie, devenue supérette puis petit marché, a fleuri davantage. J'ai agrandi, bâti un dépôt à l'arrière, embauché plus de personnel. En 1950, avec la nouvelle route élargissant le village, j'ai été la première à installer une chambre froide pour viande fraîche et laitage. Les gens venaient de loin pour nos fromages conservés au frais, chose unique alentour. Jacques obtint son diplôme de médecin avec mention, et revint au village. Il ouvrit un cabinet là où fut la maison du docteur Germain, décédé 3 mois avant la cérémonie de mon frère. Ce fut une perte douloureuse, comme perdre un père une seconde fois. Il partit dans son sommeil, paisible, sans souffrance. La veille, il avait dîné chez moi, comme chaque vendredi. Avant de s'en aller, il avait tenu ma main plus longuement, comme sachant l'adieu. « Tu as bien fait, Elisabeth. Ta mère serait fière. » On le trouva le matin, étendu dans son lit comme dormant, un recueil de poèmes ouvert sur la poitrine. Ce fut une existence accomplie, une fin calme, celle que tous désirent mais peu obtiennent. Avec le retour de Jacques, notre petite famille se reforma. Il ramena une fiancée, Cécile, fille de bonne famille parisienne, rencontrée durant son internat. C'était une femme cultivée, à la parole douce mais aux idées fermes, qui gagna vite l'estime du village. Elle s'acclimata à la vie rurale, apprit les confitures auprès des aînés, s'engagea à l'église et à l'école. C'était ce qu'il fallait à mon frère, quelqu'un comprenant son envie d'aider, de changer les choses. Et moi, comme disaient les commères, je devenais une vieille fille. Plus de 30 ans, sans mari ni enfant. Presque un scandale alors, où une femme n'était complète qu'avec alliance et ribambelle de petits.
Mais ses propos m'indifféraient. Après mon enfance, l'idée de me lier à un homme, de partager lit, corps, intimité, me causait un malaise indéfinissable. Jusqu'à ce que le sort, ce plaisantin aimant les surprises, mette Auguste sur ma route. Il arriva en 1952 comme nouveau maître d'école, homme tranquille d'une quarantaine d'années, veuf sans descendance. Maladroit dans les choses pratiques, mais d'une intelligence éclatante quand il évoquait littérature, science, histoire. Bientôt, les mères d'élèves furent séduites, non par son allure plaisante, ses yeux bleus toujours rieurs, mais par son zèle pédagogique. Notre première rencontre fut à la boutique. Il cherchait des ingrédients pour une expérience scolaire. Bicarbonate, vinaigre, colorant. Je le servis personnellement, intrigué par cet arrivant demandant des articles inhabituels. C'est pour montrer les réactions chimiques, expliqua-t-il, enthousiaste comme un gamin. Les enfants feront des volcans miniatures, ils adoreront. Son ardeur était contagieuse. Je finis non seulement par lui fournir tout, mais par suggérer d'autres matériaux vus dans un catalogue parisien, utiles pour d'autres leçons. Avant de nous en rendre compte, la nuit tombait, et nous avions conversé des heures au comptoir. Par la suite, il revint souvent, parfois pour acheter, parfois juste discuter. Il apportait des livres qu'il pensait me plaire, sollicitait mon avis sur ses méthodes, racontait la grande ville où il avait enseigné. Quand les ragots sur nous circulèrent, je m'en inquiétais. Ce n'était pas ce que j'envisageais. Je n'étais pas prête pour les attentes des autres. Je l'évitais des semaines, inventant des excuses à ses venues. Un jour, il apporta un paquet en papier craft. Un présent, dit-il en le posant. Si tu ne veux l'ouvrir maintenant, je comprends. Mais sache que je respecte ton histoire, ton rythme, tes craintes. Je n'ai ni hâte ni exigence. J'ouvris après son départ. C'était un vieux recueil de poèmes de René Char. À l'intérieur, une carte d'une écriture soignée, pour quand tu voudras voler sans craindre la chute. Ce geste simple et profond brisa une barrière en moi, dont j'ignorais l'existence persistante. Pour la première fois, je réalisais qu'une relation pouvait être basée sur le respect mutuel, l'amitié, la camaraderie, non sur possession ou domination. Notre lien se tissa lentement, prudemment, avec la patience de ceux ayant connu la hâte et la déception. Auguste ne me questionna jamais sur mon passé, n'exigea pas d'explication pour mes retraits, les cauchemars me réveillant parfois. Quand je lui confiai tout, par une nuit étoilée lors d'une promenade sur la place, il serra simplement ma main plus fort et continua en silence. Pas de conseils faciles, pas de pitié ou d'effroi. Il était là, présence solide et apaisante. Nous nous mariâmes un dimanche de septembre 1954, en une cérémonie modeste à l'église. J'avais 37 ans, lui 42. L'âge où beaucoup renoncent à l'amour, nous voyant comme cas perdus. Mais pour nous, c'était un commencement. Nous n'eûmes pas d'enfant naturel, peut-être à cause de mes séquelles, ou du temps pris à nous trouver. Mais 2 ans après, nous accueillîmes 2 sœurs orphelines. Marie, 8 ans, et Louise, 6. Leur mère était morte en mettant au monde un 3e, mort-né. Le père, accablé par le deuil et incapable de les élever, les avait laissées chez une tante âgée et avait disparu. Quand la tante décéda, les petites se retrouvèrent seules. C'est Auguste qui les trouva, pleurant à la porte de l'école sous la pluie. Personne ne voulait les 2. Une bouche était déjà lourde à nourrir, alors 2. Il les ramena ce soir-là, trempés, leur maigre bien dans un sac de jute. Juste le temps de trouver une solution, dit-il. Mais au fond, nous savions quelle serait cette solution. Les filles apportèrent à notre foyer une joie insoupçonnée. Marie, sérieuse et responsable comme je l'avais été, Louise, malicieuse et curieuse comme Jacques. Elles devinrent nos filles en tout sauf le sang. Et peut-être justement parce que nous n'avions pas le même sang, je pus briser le cycle de souffrance marquant mon enfance. Je les élevées avec amour mais sans peur, protection mais sans oppression. Je leur appris ce que maman n'avait pu m'enseigner. Se défendre, repérer le danger, ne jamais taire une injustice, surtout contre soi. Les années passèrent, les filles grandirent, partirent étudier à Paris comme rêvé. Marie devint enseignante comme son père adoptif. Louise choisit la médecine comme son oncle. Toutes 2 revinrent au village après, déterminées à rendre ce qu'elles avaient reçu. Petits-enfants arrivèrent, 5 au total, 3 de Marie, 2 de Louise, et nous les comblâmes d'affection et d'histoire. Auguste nous quitta il y a 5 ans, d'une pneumonie que même les soins de mon frère ne purent vaincre. Il partit comme il vécut, serein, pensant plus aux autres. Ses derniers mots furent pour moi,
merci de m'avoir appris à voler sans craindre la chute. Maintenant, à 83 ans, en rétrospective, je vois une vie pas toujours aisée, mais valant chaque instant. Je vois des cicatrices, oui, mais aussi des fleurs nées de ces plaies. Des pertes, mais des gains immenses. De la douleur, mais une joie si profonde qu'elle m'émeut encore. Assise sur la terrasse de la maison partagée avec Marie et les siens, regardant mes arrière-petits-enfants jouer dans la cour où je jouais jadis, sous le tilleul nous ayant tous survécu, je pense à l'enfant que j'étais, terrifié, caché dans l'ombre, portant un secret trop pesant pour ses frêles épaules. J'aimerais remonter le temps pour l'étreindre, lui dire que tout s'arrangera, que la souffrance s'estompera, qu'elle connaîtra l'amour vrai, une famille aimante, un métier dont être fier, une existence pleine malgré tout. Puisqu'impossible, je fais la seconde meilleure chose. Je narre mon histoire. Je la conte pour que d'autres enfants traversant mes épreuves sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a espoir après l'orage, qu'on peut rebâtir des cendres, brique à brique, jour à jour. Je compte aussi pour que les adultes veillent, comme maman ne le fit pas longtemps, repèrent les signes, les changements, la peur dans les yeux, et agissent avant qu'il ne soit trop tard. Et je compte pour rappeler que même au pire, quand tout semble perdu, il peut y avoir un docteur Germain quelque part, prêt à faire le nécessaire pour protéger les innocents, assurer la justice, même hors des codes légaux. Mon récit n'est pas plaisant, pas facile à entendre, mais il est vrai, sincère. Et peut-être pourra-t-il aider quelqu'un en besoin aujourd'hui. Si vous avez lu jusqu'ici, merci du fond du cœur. Ce n'est pas aisé d'entendre des récits comme le mien, parlant de souffrance, d'abus, d'injustice contre les vulnérables, mais en lisant, vous faites déjà plus que beaucoup ne firent pour moi enfant. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites d'où vous lisez, ce que vous avez ressenti. Chaque mot est comme une accolade virtuelle pour cette vieille dame. Chaque message me montre que je ne suis plus seule avec mes ombres. Aimez aussi, partagez avec qui en a besoin. Ce récit pourrait être la main tendue salvatrice pour quelqu'un. Et abonnez-vous à Mémoire de grand-mère pour ne manquer aucune histoire partagée ici. Des récits vrais de résilience, de gens ordinaires face à l'extraordinaire, survivants pour témoigner. Merci de m'avoir lu, d'honorer mes larmes, mes pauses, ma peine, et surtout de m'aider à transformer cela en quelque chose qui, peut-être, changera le monde. Que Dieu vous garde, vous et les vôtres. Et si vous traversez des épreuves, rappelez-vous, la nuit la plus noire a aussi une fin. Le soleil se lève toujours.